Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des batailles de l'histoire. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous présenter une nouvelle bataille, mais plutôt ceux qui les ont fait, c'est-à-dire les armées. Je me suis rendu compte en effet qu'en cherchant à respecter le format de 30 minutes, la présentation des batailles ne me laissait que trop peu de temps pour présenter les armées. Alors je m'attellerai à cette tâche lors d'épisodes qui seront comme des sortes de hors-série des batailles de l'histoire. Eh bien, je vais commencer ce hors-série numéro 1 par vous présenter l'armée qui était présente à toutes les batailles que j'ai reconstituées jusque-là, c'est-à-dire l'armée romaine. Alors attention, pas l'armée romaine du Haut-Empire, mais plutôt celle du Bas-Empire et de la période justinienne, c'est-à-dire grosso modo de l'an 300 à l'an 600, autrement dit du 4e, du 5e et du 6e siècle. Alors je vous présenterai d'abord les structures, puis je terminerai par les équipements. Alors pour cela, je m'appuie sur deux ouvrages francophones qui font référence dans ce domaine, à savoir La fin de l'armée romaine de Philippe Ricardo, et le deuxième ouvrage c'est celui de Yann Le Bohec et qui s'appelle tout simplement L'armée romaine sous le Bas-Empire. Alors pour commencer, quelques repères. On a cette période qui va de 284 à 476 que l'on appelle le Bas-Empire romain et qui succède au Haut-Empire romain. L'Empire romain sera divisé une première fois en 364, il sera réunifié ensuite sous le règne de Théodose, avant qu'il ne soit définitivement séparé en deux par ses fils, entre d'un côté l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Et en 476, eh bien, cette partie occidentale s'effondre, mais attention, l'Empire romain d'Orient, elle, survit, avec notamment donc cette première grande famille de ce qu'on va appeler par la suite l'Empire byzantin, mais qui n'est en fait que l'Empire romain d'Orient. Et cette première famille, ce sont les Justiniens. Alors Justinien en lui-même ne correspond qu'au règne qui va de 527 à 565, mais ses descendants régneront jusqu'au début des années 600. Puis ensuite, eh ben, il y aura une grande crise qui fera que l'armée romaine va être totalement transformée, elle ressemblera plus du tout à ce qu'on va dire maintenant, mais bon ça, on verra ça dans un autre numéro. Alors, pour comprendre l'armée romaine telle qu'elle existait du temps de Justinien, il faut remonter au milieu du IIIe siècle. À cette période, l'armée romaine est telle que vous la connaissez le mieux, basée sur une trentaine de légions composées de 6000 citoyens romains. Elles sont accompagnées d'unités auxiliaires que l'on appelle soit cohortes d'infanterie ou soit des ailes de cavalerie. Elles comptent chacune 500 hommes non citoyens, ça peut être des Gaulois, des Germains, des Espagnols, mais qui au bout de 25 ans de service reçoivent la citoyenneté romaine. Alors l'ensemble de ces légions et unités auxiliaires sont réparties sur la totalité des frontières de l'Empire dans des camps, dans une défense plutôt linéaire, c'est-à-dire qu'elles doivent arrêter toute menace provenant de l'extérieur directement sur la frontière. Or, il faut dire tout de suite, ces menaces qui proviennent de l'extérieur, elles sont plutôt minimes pendant le Haut Empire. Les peuples qui vivent en dehors de l'Empire, sur ces frontières, n'étaient pas très puissants, mis à part les Parthes à l'est. Quand ils n'étaient pas alliés, ils étaient parfois neutres, se contentant de commercer avec l'Empire. Et si jamais ils se montraient hostiles, eh bien l'armée romaine menait des frappes préventives. En gros, vous avez quelques milliers de Romains qui vont sortir de l'Empire et qui vont aller cramer les villages des peuples voisins. Alors, la mission de l'armée romaine est donc moins d'empêcher l'entrée dans l'Empire, plutôt que de les contrôler pour y percevoir des taxes, puisqu'il y a du commerce entre l'extérieur et l'intérieur de l'Empire. Ce qui ne veut pas dire que les attaques à l'intérieur de l'Empire n'étaient pas monnaie courante, mais en général elles ne dépassaient jamais les quelques centaines d'hommes, qui avaient pour but de piller le territoire proche, de faire du butin, mais en général, ces hommes, une fois qu'ils avaient pillé les quelques localités qui étaient à proximité de la frontière, tombaient sur une embuscade qui avait été dressée par l'armée romaine. Alors pourquoi remonter à cette période? Parce qu'à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain connaît de nombreux bouleversements. La menace sur ses frontières change de nature et d'ampleur. Les peuples germaniques s'organisent en fédérations plus puissantes, telles que les Francs, et de nouveaux peuples apparaissent du nord et de l'est de l'Europe, attirés par les richesses de l'Empire romain, tels que les Goths, mais aussi parce que d'autres peuples plus à l'est exercent une pression sur eux, c'est le cas par exemple des Huns. Si bien que l'armée romaine n'arrivait plus à faire face, et ce pour deux raisons. Les attaques étaient d'abord beaucoup plus massives.
ce n'est plus quelques petits groupes de centaines de pilleurs, mais ce sont carrément des milliers de Germains, voire plusieurs dizaines de milliers de Germains qui attaquent l'Empire en même temps. Le système de défense linéaire romain devient complètement obsolète car le nombre d'unités sur place devient insuffisant et le temps de ramener des détachements d'unités provenant d'autres secteurs beaucoup plus calmes, ce qu'on appelle les vexillatio, et de les rassembler pour contre-attaquer, est déjà trop tard. Les Germains en général ont le temps de piller et ils repartent derrière les frontières. Ce système devient d'autant plus inefficace que le nombre d'attaques augmente. Il n'est pas rare de voir l'Empire du IIIe siècle attaquer sur 3 frontières en même temps. Le nombre d'unités qui peuvent donc être détachées en même temps devient insuffisant. Ce qui veut dire qu'il y a des fronts qui sont laissés pour un moment donné, le temps qu'un secteur soit bien attaqué, et puis qu'ensuite les autres unités reviennent sur l'autre frontière qui est attaquée. Ce qui parfois peut jouer sur plusieurs années. Tout ça donne un contexte où on a beaucoup de guerres civiles, où des généraux se révoltent, partent affronter l'empereur avec les légions qui du coup laissent les frontières sans surveillance. C'est ainsi que le fait Constantin au début du IVe siècle. On est au début des années 306-308, avec son armée de Bretagne. Il va affronter l'armée de l'empereur Maxence à la bataille du pont Milvius en 311. Alors, il deviendra empereur par la suite, mais le temps qu'il mène cette guerre contre Maxence, ses frontières en Bretagne et en Germanie vont être dégarnies. Si bien que l'armée romaine, pour s'adapter à ces nouvelles menaces, va se transformer progressivement pour donner naissance à l'armée romaine du Bas Empire, qui est complètement différente de celle du Haut Empire. Alors, une chronologie de 3 changements majeurs peut être dressée. La première modification de l'armée romaine nous vient de l'empereur Galien. Nous sommes au milieu du IIIe siècle, l'empereur Galien va créer le comitatus, c'est-à-dire l'armée d'accompagnement. Alors, à partir de quoi est-ce qu'il va faire? À partir des 300 cavaliers qu'il y a dans chaque légion, ainsi que des meilleurs légionnaires de chacune de ces légions, tous ces hommes vont être rassemblés à Milan, où va être créé ce comitatus. Et ce comitatus, donc, c'est comme une sorte d'armée de réserve qui stationne en arrière, mais qui intervient si jamais les frontières ne sont pas suffisantes. Autrement dit, d'une défense linéaire, on passe à une défense en profondeur. Alors, je vous ai fait un petit schéma là qui montre ça. Vous voyez que tout autour, on a les unités légionnaires avec les unités auxiliaires et on a le comitatus au centre avec à la fois de l'infanterie et de la cavalerie ainsi que la garde prétorienne qui est rattachée. Alors les protectores domestici sont les gardes du corps personnels de l'empereur. Alors ce système il a un avantage puisqu'il n'est plus désormais nécessaire de prélever des morceaux d'unités sur d'autres secteurs puis de les rassembler pour contre-attaquer puisque le comitatus est déjà prêt, il n'y a plus qu'à attaquer, donc l'armée romaine gagne en mobilité. Le deuxième changement nous vient de Dioclétien. Alors Dioclétien, il n'a pas changé fondamentalement la structure de l'armée romaine, c'est juste qu'il a augmenté le nombre d'unités. À titre d'exemple, de 33 légions, on passe à 53 légions. Donc ce qui montre qu'il a bien augmenté le nombre d'unités. On passe de 300 000 hommes à 500 000 hommes. Alors comment s'y est-il pris? Parce que il ne faut pas oublier que l'empereur Caracalla, en 212, avait donné la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire romain. Et donc, on a ce vivier de motivation pour le recrutement de l'armée romaine qui n'est plus là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les habitants de l'Empire romain se destinaient de moins en moins à la carrière militaire. Donc, ce que Dioclétien a fait en 297, c'est qu'il a voté une loi qui oblige chaque propriétaire terrien, en fonction de la surface qu'il possède, à livrer un nombre déterminé d'hommes à l'armée. Et de plus, il y a aussi le recrutement héréditaire qui fait que quand vous avez un père soldat, le fils devient automatiquement soldat. Donc, grâce à cette loi, l'armée romaine dispose de suffisamment d'hommes pour fournir toutes les unités. Alors, le dernier acte de cette transformation nous vient de l'empereur Constantin. Alors, je vous avais expliqué tout à l'heure que Constantin est devenu empereur suite à une révolte contre l'empereur Maxence. Constantin, à la base, était seulement gouverneur de Bretagne. Et après avoir battu Maxence, il va procéder à d'autres transformations de l'armée romaine. La première de ces transformations, c'est la suppression de la garde prétorienne. Alors,
pas seulement parce que cette garde prétorienne avait choisi le camp de Maxence, mais parce que Constantin s'était rendu compte aussi que les prétoriens avaient tendance à se mêler trop souvent de politique. Dès que un empereur refusait une augmentation, ils descendaient pas dans la rue, eux, non, ils exécutaient carrément, ou assassinaient carrément l'empereur. Donc, ils suppriment cette garde prétorienne et la remplacent par des chaules palatines. Ces chaules palatines, ce sont des unités de cavalerie qui sont, pour l'instant, constituées uniquement de Germains. Ensuite, Constantin va créer 2 officiers généraux, le magister equitum et le magister peditum, ce qui veut dire le maître de la cavalerie et le maître de l'infanterie. Alors attention, ça veut pas dire qu'il y en a un qui commandait que de l'infanterie et l'autre que de la cavalerie, c'est plus de la titulature. Mais en revanche, le magister peditum, le maître de l'infanterie, avait la primauté sur le magister equitum, c'est-à-dire qu'il commandait plus d'unités du comitatus et en plus ils avaient le contrôle de la flotte. Alors pourquoi 2 officiers? Ça c'est une tradition romaine qui existait déjà du temps de la République, de ne jamais confier tout le pouvoir à un seul homme, puisque du temps de la République il y avait déjà 2 consuls et non pas un seul. La troisième transformation que va faire Constantin dans cette armée romaine, c'est d'ajouter des auxiliaires, des unités auxiliaires, c'est-à-dire des unités à recrutement barbare, dans le comitatus. Et la dernière des transformations qu'il va apporter, et qui n'est pas la moindre, concerne en fait les unités qui sont sur les frontières. Alors, si vous regardez le schéma, vous avez pu vous apercevoir qu'elles ont changé dans l'aspect. Alors cet aspect, j'en parlerai tout à l'heure. Ce qui a changé en fait, c'est leur titulature. On ne parle plus d'unités de légions, d'auxiliaires, de cohortes ou d'ailes. On va parler de limitanei. Alors ce terme de limitanei, qui apparaît pour la première fois en 298, désigne les frontaliers. C'est-à-dire que ce sont les mêmes unités qui n'ont pas changé, mais qui vont être renommées limitanei et placées sous l'autorité soit d'un comte ou d'un duc, chacun dirigeant une région frontalière. Ces unités gardent la mission principale de barrage aux frontières. Dès qu'il y a une invasion qui se profile, ils ont pour mission de l'arrêter. Mais ils doivent aussi protéger les marchands qui veulent traverser la frontière. Ils ont également un rôle de police. Et par contre, ce sont des soldats qui sont payés 30% moins cher que ceux du comitatus. Alors pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, leur valeur militaire reste assez haute, puisque en 365, vous avez par exemple 48 légions de limitanei qui va être intégrée dans le comitatense. On va les appeler d'ailleurs les légions pseudo-comitatense, c'est-à-dire des fausses légions du comitatense, qui auront exactement la même mission que des unités du comitatense, mais qui conserveront un salaire 30% moins cher que le reste des légions du comitatense. Ainsi, on a une armée à la fin du règne de Constantin qui va être globalement celle du bas-empire romain, c'est-à-dire une armée qui est basée sur 2 échelons. Le premier échelon, c'est en fait les gardes frontières, donc c'est les limitanei qui sont censés constituer une première ligne de défense, chargée d'arrêter toutes les attaques. Mais si jamais ça ne suffit pas, on a un deuxième échelon, c'est cette armée du comitatus, qui est basée à Milan, qui est constituée aussi bien de légions, d'unités auxiliaires, mais on a aussi vu des légions du pseudo-comitatense, et qui doit intervenir si jamais la première ligne ne suffit pas. Autrement dit, une défense sur la profondeur. Alors ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que c'est fini le temps de la légion des 5 à 6 000 hommes. Je vous avais dit qu'au IIIe siècle, les empereurs avaient pris pour habitude de pratiquer des détachements, ce qu'on appelait des vexillatio. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une troupe, par exemple, sur la frontière germanique, mais j'ai pas assez d'hommes. Alors je vais prélever des hommes sur la frontière, par exemple, avec les Perses, pour les amener vers la Germanie. Le problème, c'est que je peux pas retirer une légion complète, parce que sinon, la frontière va être complètement dégarnie. Donc, je vais seulement prélever un détachement, c'est-à-dire la vexillatio. Théoriquement, cette vexillatio est temporaire, elle est censée regagner sa légion. Le problème, c'est que les conflits étant tellement nombreux,
eh bien en fait les vexillatio retournaient rarement dans leurs unités d'origine. Si bien qu'on a des unités qui sont complètement dispersées sur toutes les frontières de l'Empire romain, on a des légions qui sont complètement éclatées, des vexillatio qui deviennent permanentes. Et donc, au bas empire romain, les empereurs se disent, plutôt que de chercher à conserver ce format de 5000 hommes, de la légion de 5000 hommes, qui devient finalement inadapté, eh bien, on va conserver ce format de 1000, de 1500 hommes pour faire une légion. Autrement dit, la légion du bas empire romain, c'est une légion avec un maximum de 1000 à 1200 hommes. Et encore, on a dans certaines régions d'Afrique où la frontière étant plus tranquille, des légions qui ne dépassent pas les 400, voire même 200 hommes. Vous voyez que c'est la légion qui a complètement maigri. Mais ce que la légion perd en force de frappe, elle le gagne du coup en mobilité. Alors voici la représentation à gauche d'un soldat tel qu'il était au Haut Empire et celle d'un légionnaire tel qu'il était au Bas Empire. Alors vous voyez, je vous avais parlé tout à l'heure d'un changement dans l'aspect du soldat romain, c'est vraiment le changement le plus frappant par rapport à l'armée romaine du Bas Empire. Il n'y a plus rien en commun. Information de base qu'il faut absolument savoir, c'est que l'armée romaine s'est toujours inspirée, pour équiper ses soldats, des peuples qu'ils affrontent. Au Haut Empire, eh bien, l'armée romaine s'est inspirée par exemple des Gaulois pour produire leurs casques qu'on appelait de type impérial, et le gladius, eh bien, ils se sont inspirés de la petite épée espagnole qu'ils avaient affrontée. Eh bien, au IIIe siècle, fini la lorica segmenta, cette armure de l'armée du légionnaire romain qui était trop difficile à entretenir, fini le bouclier carré incurvé, fini le casque type impérial inspiré des Gaulois, fini le gladius inspiré des Espagnols. Désormais, ce sont des peuples qu'ils ont combattus lors des 3e, 4e et 5e siècles que les Romains s'inspirent, c'est-à-dire des Germains et des peuples orientaux tels que les Perses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dioclétien, lorsqu'il a augmenté de façon importante le nombre des forces armées, il a également institué ce qu'on appelle les fabriques impériales, c'est-à-dire des petits ateliers qui produisaient en masse à la chaîne les équipements de l'armée. On sait par exemple qu'en Gaule, eh bien, il y avait 6 fabriques impériales, par exemple celle de Reims, qui produisait la spata, c'est-à-dire l'épée romaine. Et à Trèves, eh bien, il y avait une fabrique impériale qui produisait les boucliers. Alors, quels sont ces équipements? Voici une photographie du rassemblement du Bas Empire romain auquel je me suis rendu et qui avait lieu en mai 2013 et qui constitue encore aujourd'hui le plus grand rassemblement de cette période concernant donc le Bas Empire romain. Alors, je m'appuierai sur quelques-unes des photographies de cet événement. Eh bien, cette photographie présente les 3 grands types de casques qui étaient présents dans l'armée romaine. Alors vous voyez que l'homme là qui a une tunique bleue porte un petit chapeau qu'on appelait le chapeau pannonien et qui était obligatoire dans l'armée romaine. Alors, le premier type de casque qui était le plus important au IVe siècle était le casque intersica. On l'appelle comme ça parce qu'on l'a retrouvé à Augsbourg, à Augst en Autriche. Alors le casque Intersiska, c'était un casque qui était constitué d'un assemblage de 2 hémisphères qui reposaient sur une ossature de bande métallique et qui était fixée par une arête centrale. Parfois, elle était garnie donc de garde-joues et de couvre-nuques qui étaient fixés par des sangles en cuir sur les côtés. Alors sur la crête centrale, sur l'arête centrale, était parfois fixée donc une crête métallique ou parfois des plumes. Alors il y a un débat entre historiens pour savoir si ces crêtes ou ces plumes servaient à désigner les officiers ou si elles pouvaient être portées par toute unité d'élite. Alors ce casque Intersica est un casque composite qui avait un avantage par rapport au casque de type impérial du Haut Empire et qui lui était moulé d'une seule pièce et donc coûtait plus cher. C'est que le casque Intersica justement demandait beaucoup moins de compétences puisqu'il s'agissait seulement d'assembler plusieurs morceaux et donc il coûtait beaucoup moins cher. Alors, des protections peut-être un peu moindres mais qui restaient assez bons. Alors ça, c'est le premier type de casque. Le deuxième type de casque est en fait une version du casque Intersica, c'est le casque
dit Berkasovo, hein, qui porte le nom du lieu où on l'a trouvé, hein, Berkasovo étant situé en Serbie. On a retrouvé un lot de 20 casques qui datent du IVe siècle. Hein, vous voyez ici deux photographies. Alors la différence du casque Berkasovo par rapport à l'Intersica, c'est que le Berkasovo, lui, n'est pas composé de 2 hémisphères, mais de 4 plaques qui sont fixées donc sur une ossature métallique et qui disposent d'une arête centrale et parfois aussi d'une bande de renfort et de bordure latérale qui fait que ça couvrait beaucoup plus la tête. Alors, vous voyez que là, ce sont des casques qui sont richement décorés. Ils n'étaient pas tous comme ça. Parfois, vous voyez qu'il y a aussi une protection nasale qui pouvait être rajoutée. Ces deux casques étaient vraiment très présents au IVe siècle, beaucoup moins au Ve siècle. Alors, par quel casque justement est-ce qu'ils vont être progressivement supplantés? Eh bien, par un troisième type de casque qu'on appelait le casque Spangenhelm, donc qui a été retrouvé à Vienne au VIe siècle. Ce casque Spangenhelm, donc qui est, comme les autres casques, constitué d'un ensemble de plaques qui sont jointes par une ossature métallique, mais qui a pour différence sa forme. Vous avez pu remarquer que la forme est beaucoup plus conique que l'Intersica ou le Berkasovo, qui eux sont beaucoup plus hémisphériques. Ce casque, en fait, les Romains se sont inspirés des peuples des steppes, des Scythes, des Sarmates, des Parthes. On en voit déjà un sur la colonne Trajane, et qui va être adopté par les Germains orientaux, puis ensuite par les Romains. Si bien qu'il faut vous imaginer qu'au 5e siècle, ce casque Spangenhelm, on le retrouve aussi bien dans l'armée romaine que dans les armées des Germains orientaux, qu'il s'agisse des Vandales, des Ostrogoths, des Goths, etc. Concernant la protection de corps, donc je vous avais dit que la lorica segmenta, cette armure constituée à partir de lames de métal, a été progressivement abandonnée tout simplement parce que c'était trop dur à entretenir. Et donc elle est remplacée par la cotte de maille qui devient la protection de corps la plus répandue dans l'armée romaine. Mais il faut vous imaginer qu'à côté, il y avait aussi parfois des armures à écailles qui sont plus rares. Mais ce qui apparaît de plus en plus, et surtout au 5e siècle, c'est qu'en réalité, il n'y a plus du tout de protection de corps, et surtout chez les Mitanei, où vous avez simplement une tunique. Alors justement, cette tunique, vous pourrez la voir sur ce soldat, je vous ai montré plusieurs exemplaires. Cette tunique, eh bien, comme les équipements militaires, eh bien, elle s'inspire des peuples germains. C'est une tunique germanique qui a été progressivement adoptée par l'armée romaine, et donc qui se caractérise par ces décorations que vous trouvez aussi bien sur les épaules, sur la poitrine et sur les manches. Alors je vais dire que cette tunique était soit en lin, soit en coton, et donc ces décorations étaient cousues directement sur la tunique. Concernant l'épée, l'arme, l'armée romaine utilisait beaucoup plus la lance que pendant le Haut Empire. Et concernant l'épée, eh bien c'est fini Gladius, l'armée romaine utilise désormais une épée qui est beaucoup plus longue et qu'on appelle la spata. Concernant le bouclier, alors vous voyez que c'est terminé le bouclier carré incurvé, bah désormais le bouclier devient ovale et quand même assez grand. Tout simplement parce que l'armée romaine avait tendance aussi à se battre en tortue et donc ça pouvait recouvrir la totalité des hommes. Alors sur ce bouclier ovale, on a le symbole de l'unité. Alors comment on sait que telle ou telle unité a tel ou tel symbole? Bah, tout simplement parce qu'on dispose d'un document qui est vraiment formidable, que l'on appelle la Notitia Dignitatum. Cette Notitia Dignitatum, c'est-à-dire cette notice des offices, des dignités, est en fait un registre que l'administration se servait pour rédiger des diplômes. Et dans ce registre, eh bien, on a tout simplement l'inventaire de toutes les unités de l'armée romaine entre 390 et 425, avec à chaque fois le nom d'unité, le lieu où elle est basée et le symbole de l'unité représentée sur un bouclier, à part celle des Limitanei qui apparemment ne semble pas avoir de symbole. Vous aurez pu remarquer d'ailleurs que les symboles du Haut Empire, tels que les aigles, les éclairs, les croissants de lune, ont été abandonnés au profit de figures animalières, de figures géométriques qui sont beaucoup plus germaniques. Alors,
Dans ce bouclier, vous avez une autre innovation du bas empire romain, c'est ce qu'on appelle la plumbata. La plumbata, c'est en fait une sorte de mini torpille, de mini fléchette que les soldats du bas empire romain pouvaient lancer, qui avait une portée assez courte, hein, c'est 50-60 mètres, mais qui, grâce au poids de cette fléchette, hein, qui était fixée sur la fléchette, pouvait faire des dégâts assez importants, et donc qui se rangeaient à l'intérieur du bouclier. Pour compléter le tableau, on peut parler donc du port de la braie, c'est-à-dire du pantalon qui devient systématique, et de chaussures qui sont complètes, hein. Autrement dit, on a abandonné durant le Bas Empire la sandale du légionnaire du Haut Empire.